Bonsoir à tous, c'est l'heure de l'information sur RTI 1, bienvenue. Grève des enseignants, un chronogramme d'échange a été mis en place. Le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats sont à la table des négociations. Entre autres points discutés, la suppression des cours de mercredi et la question des indemnités de logement. 4,55 milliards de francs CFA investis pour la modernisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable a financé 32 projets depuis sa mise en place en 2017. Un bilan qui ressort de la journée de l'innovation agricole durable. 750 soldats ivoiriens issus du 1er bataillon projetable sont formés sur les opérations de maintien de la paix, cela en vue de leur déploiement prochain à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSCA. Et sur place au Mali, à Kidal, la vente et la consommation d'alcool sont interdites. Un tuteur local est obligatoire pour les étrangers et le rôle du juge islamique a été renforcé. Ces nouvelles règles ont été édictées par la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Merci à tous de nous suivre ce lundi 18 février. On démarre avec ce début de solution trouvé à la grève des enseignants, un mouvement qui perturbe depuis quelques semaines l'école ivoirienne. Un chronogramme a été mis en place pour permettre au ministère de l'Éducation nationale et aux syndicats de trouver un accord. Voyons cela avec Rascando. Ministère de l'Éducation nationale et syndicats planche sur la crise qui secoue l'école ivoirienne. Pour trouver des solutions durables, un chronogramme d'échange a été établi. Il porte sur les points de revendication et préoccupations des syndicats grévistes. La suppression des cours de mercredi, la finalisation des profils de carrière, la question du concours exceptionnel de promotion dans les emplois des instituteurs et la question relativement à des instituteurs adjoints, de promotion des instituteurs adjoints et des instituteurs ordinaires. Et en dernière question, la question de l'amélioration de l'indemnité contributive au logement. Nous voulons avoir des discussions productives, des discussions qui nous permettent de régler définitivement nos questions, parce que nous sommes des enseignants et notre souci, c'est de faire en sorte que le système éducatif ait de bons résultats. Concernant le processus de discussion, une stratégie a été élaborée par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit de dégager les objectifs et les niveaux d'attente des acteurs au cours de cette discussion, s'accorder sur une méthode d'approche efficace de chaque point de revendication, proposer les modalités de prise des notes et de l'application du principe de validation des comptes rendus d'étape. Nous devons privilégier le dialogue social dans la recherche des solutions aux défis et aux crises qui surviennent. Madame le ministre vous exhorte à observer les principes de base dans la conduite du dialogue social tout en demandant aux syndicalistes de s'investir totalement dans les discussions. Ce plan de travail entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats obéit à plusieurs principes directeurs, entre autres rechercher le consensus entre partenaires. On reste dans le domaine de l'éducation où la question du genre s'invite. La conférence des recteurs des universités francophones et de l'océan Indien est réunie à Yamoussoukro pour en discuter. Il s'agit de pouvoir mettre en place des stratégies idoines pour l'augmentation des proportions de filles dans les filières académiques et de femmes dans la gouvernance universitaire. Soro Corona. Les questions de l'équité et du genre sont encore à la traîne dans les universités et grandes écoles francophones africaines. Toujours selon l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, seulement 25% des filles sont présentes dans les filières académiques et 10% des femmes dans la gouvernance universitaire. L'agence a mis en place une politique en son sein. Et cette politique va permettre de demander aux institutions membres de parler égalité femmes-hommes. Parler égalité femmes-hommes, ce n'est pas mettre une femme pour dire le genre est respecté. C'est dire qu'il faut qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes.
À Yamoussoukro, la conférence des recteurs des universités francophones et de l'océan Indien est en conclave sur la promotion du genre. Une rencontre pour définir des stratégies idoines pour l'augmentation de la proportion des filles dans les filières académiques et des femmes dans la gouvernance universitaire. La présence des femmes est le maillon faible au niveau de l'enseignement supérieur. Et nous avons voulu donc réfléchir quant à l'institutionnalisation de cette approche genre qui est prônée depuis des années par les grandes organisations et que les gouvernants veulent se l'approprier. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a exhorté les participants à faire des propositions aux gouvernants francophones pour un enseignement universitaire de qualité. Nous attendons que des échanges d'expériences puissent émerger, des propositions sur lesquelles le gouvernement pourra s'appuyer pour entreprendre des réformes importantes et soutenir tout ce qui est en cours. Nous savons également que c'est beaucoup d'idées nouvelles qui vont émerger ici. La conférence des recteurs des universités francophones et de l'océan Indien travaille pour l'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur, de la mise en place du système LMD et de l'harmonisation des curricula. Dans le domaine agricole, 32 projets ont été financés par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable à hauteur de 4,55 milliards de francs CFA depuis sa mise en place en 2017. La journée de l'innovation agricole durable dénommée Ginov a permis de faire ce bilan et de dégager les perspectives pour la modernisation du monde agricole ivoirien. Jean-Luc Bangbo. Toute une journée pour mettre en lumière les solutions et innovations qui contribueront à l'avènement d'une agriculture rentable et durable. La première édition de Ginov est surtout une tribune pour les porteurs de projets pour présenter leurs innovations en lien avec les activités agricoles ou agro-industrielles. Nous voulons transformer l'aubergine et la rendre disponible à toutes les périodes de l'année, quelles que soient les saisons, même en sécheresse, à moins de coûts. Nous voulons également lutter contre les pertes et les pourritures des produits. C'est le Cube Eco-Compost qui est une solution d'1 mètre cube qui permet à n'importe quelle coopérative de produire du compost sur place en 10 jours. Et après le compost, si on l'utilise, si on le vend, ça dépend du modèle économique parce que la clé quand même c'est la rentabilité. Ce sont 32 projets d'un coût total de 4,5 milliards de francs CFA qui ont été financés, dont 2,9 milliards de francs CFA par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD. Un fonds initié par l'Agence française de développement, AFD, dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement, C2D. À travers ce fonds, l'AFD réaffirme sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans un développement agricole durable et plus respectueux de ses ressources naturelles, en complément des actions déjà financées sur les premiers et deuxièmes C2D en matière d'éducation, de santé, d'emploi ou d'infrastructure. Piloté par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, le FCIAD a pour objectif de stimuler l'utilisation des innovations en vue d'améliorer les productions agricoles, animales, halieutiques et forestières. Quand on a fini de sélectionner les projets les plus pertinents, il faut les vulgariser. La journée qu'on organise ici a pour vocation justement de dire aux uns aux autres, venez, il y a des nouvelles techniques. Donc déjà, il faut que l'information soit disponible. Les projets d'innovation sont mis en œuvre par 17 structures nationales et internationales. Ces projets concernent 17 filières agricoles et bénéficient directement à plus de 13 000 personnes réparties dans 28 régions de la Côte d'Ivoire. Le pays relance ses réflexions prospectives pour une planification efficiente des projets publics. Une vingtaine de cadres issus des ministères, des institutions de la République et des organismes internationaux sont en formation à Adzopé, dans la région de la Mé, zone sud de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de maîtriser les outils techniques de la prospective. Eux aussi renforcent leurs capacités, les fonctionnaires gouvernementaux de 16 pays africains. Ils sont à Abidjan et ils participent à la 3e édition du cours régional de politique commerciale pour la région Afrique francophone sur les nouveaux défis du commerce mondial. Francis Boifo. Bien qu'elle dispose d'importantes matières premières, l'Afrique reste marginale dans les échanges internationaux avec une contribution de moins de 3%. Le cours régional de politique commerciale initié par l'Organisation mondiale du commerce, OMC, à l'attention des pays africains anglophones et francophones, devrait augmenter le taux des échanges. 16 pays d'Afrique francophone participent pour la 3e fois à une formation sur les nouveaux défis du commerce international
à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA d'Abidjan. On abordera des questions liées au commerce des marchandises avec une attention particulière au commerce des produits agricoles, le commerce des services effectivement, et donc aussi l'actualité des négociations en ce qui concerne toutes les discussions actuelles concernant la facilitation des investissements. Nos économies qui sont appelées à produire, la Côte d'Ivoire veut s'industrialiser par la transformation de ses produits agricoles. Et qu'est-ce qu'on va en faire une fois que c'est transformé? Il faut bien les commercialiser. Il faut qu'on ait des agents qui soient compétents, bien formés. Les 25 représentants des pays africains francophones plancheront également sur l'élaboration de politiques en vue de favoriser le développement du commerce intra-africain avec 17% du taux des échanges. Pourtant, il y a du potentiel et le continent devrait l'exploiter. 1,2 milliard de consommateurs actuellement, 1750 milliards en 2030 selon des statistiques. Dans l'actualité politique, réforme de la Commission électorale indépendante CEI, le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale a lancé la réflexion. Il s'agit essentiellement pour ce groupe d'apporter des solutions pour une élection présidentielle apaisée en 2020. Moussa Konaté. Le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale propose une commission électorale indépendante composée essentiellement des membres de la société civile. C'est le résultat des réflexions menées au cours d'une rencontre. Cette plateforme qui regroupe 6 organisations de la société civile demande également une réforme du Conseil constitutionnel. Selon le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, ces réformes pourront permettre une transparence pour les futures échéances électorales. Nous souhaitons dans nos propositions que cette commission soit dirigée par des personnalités issues de la société civile, c'est-à-dire des personnes qui, a priori, ne sont suspectées d'aucune appartenance ou d'aucune obédience, qu'elle soit politique ou même gouvernementale, dans le cadre du respect du principe de l'égalité de tous devant la loi. Un conseil constitutionnel composé de 7 membres, dont un qui est proposé par le président de la République, un qui est élu ou désigné par le bureau de l'Assemblée nationale et les 5 autres membres qui seraient issus d'un corps de métiers particuliers, notamment le corps de la magistrature, le corps de l'avocature, le corps des défenseurs des droits de l'homme, devraient être élus par leur pairs. Le 21 janvier dernier, le gouvernement a rencontré les différents acteurs des partis politiques. Les consultations se sont poursuivies avec la société civile le 24 janvier. Des initiatives louables pour un consensus national sur la commission électorale indépendante, un gage de décrispation du climat politique pour le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale qui œuvre pour la défense des droits de l'homme et la promotion de la bonne gouvernance et la démocratie. Sensibilisation et mobilisation autour du RHDP unifié, le président de la Force 2015 en fait son credo. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence a entrepris une tournée nationale afin de galvaniser les mouvements et associations pour une adhésion au RHDP à Boussanogo. Ndousi, Gagnoa, Soubré, Meagui, Boiflé, Daloa, Toumodi et Bouaké, quelques-unes des 10 grandes villes et localités visitées en un week-end par le président de la Force 2015. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, président de l'Union des mouvements du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Charles Niaouré. Une tournée nationale pour sonner la mobilisation autour du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et du président de la République, Alassane Ouattara. Charles Niaouré a également insisté sur l'encadrement des nouveaux majeurs. Il s'agit pour nous d'aller dans toutes les contrées, dans les villes et villages de la Côte d'Ivoire pour présenter les acquis de la politique du président Alassane Ouattara et surtout d'inviter les jeunes, les associations, les mouvements, les populations à redoubler d'union et de cohésion autour du président Alassane Ouattara et du RHDP. Depuis qu'Alassane Ouattara est à la tête de notre nation, le développement est une réalité parce que les actions sont concrètes. À l'issue des échanges, les différents responsables locaux se sont engagés à occuper le terrain. Il faut que nous facilitons la tâche au président de la République pour qu'on ait une jeunesse civilisée, une jeunesse qui a pris le civisme comme son cheval de bataille si nous voulons le développement. Le RHDP vivra avec l'appui du président Alassane Ouattara qui est son président.
Et nous allons même aller au-delà de là pour galvaniser la jeunesse aujourd'hui d'Issia, qui prônera la paix. Nous allons nous débattre pour que le RHDP vive dans le département d'Issia et dans la région d'Issia. Le leader de la force 2015, Charles Niaouré, entend visiter toutes les localités du pays, ce à travers une opération baptisée 2020 C'est bouclé. De nombreux cadres du RHDP s'inscrivent également dans cette dynamique de promotion des valeurs de leur parti. Une caravane pour la paix et la cohésion sociale parcourt le pays. Elle est récemment passée par Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire et par Takidou dans la région du Lodjibois. Moussa Konaté. La caravane pour la paix et la cohésion sociale vise à sensibiliser les populations sur les idéaux d'unité et de rassemblement prônés par le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. La localité de Takidou, dans la sous-préfecture de Yokoboué, région du Lodjibois, accueille Louis Abonouan, cadre du RHDP et sa délégation pour la deuxième sortie de cette caravane. Une occasion pour les populations de rendre hommage au président de la République. Allez dire au président Alassane qu'ici à Takidou, il y a des hommes et des femmes acquis à sa cause et que Dieu fasse qu'il mène la Côte d'Ivoire à l'émergence. Des mots de soutien, mais également des doléances, notamment la question de l'accès à l'eau potable. Louis Abonouan, également président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable ONEP, annonce des actions. Nous sommes à la tâche pour que la caravane de l'eau potable, initiée par le ministre Laurent Kagba, qui depuis un certain temps est en train de parcourir le pays, et bien que cette caravane de l'eau potable s'arrête ici. Et ayez foi dans l'action du président Ouattara, ayez foi dans l'action de son premier ministre ici à Takidou, vous allez voir l'émergence couler dans le robinet ici. Vous allez voir l'eau potable ici. La caravane pour la paix et la cohésion sociale a démarré le 3 février dernier à Korogo. Elle va sillonner toutes les régions du pays pour parler de développement et de paix. Le conseil municipal de la commune de Yopougon vient d'adopter son programme triennal 2019-2021, 6 milliards de francs CFA pour la santé, la voirie et l'éducation, entre autres. Un arrêté a aussi été voté à l'unanimité pour mettre fin aux problèmes d'insalubrité causés bien souvent par les riverains eux-mêmes. Didier Nguesson. La mairie de Yopougon va mobiliser plus de 6 milliards de francs CFA pour développer les infrastructures socio-économiques dans la commune sur la période 2019-2021. Le conseil municipal a adopté à l'unanimité le programme triennal établi à cet effet. Voirie, santé, éducation, équipement de proximité. Au total, 25 actions de développement ont été définies. De manière pratique, des travaux de libération des accotements des voiries seront effectués. De même, plus de 100 salles de classe seront réhabilitées et 3 nouveaux marchés verront le jour dans les quartiers de Sikoji, Camp militaire et Nouveau Quartier. L'assainissement du cadre de vie général de la commune a fait l'objet d'un arrêté municipal. Notre vision est de faire de Yopougon une commune moderne, dynamique, qui offre aux jeunes et aux femmes des opportunités économiques et l'espoir d'une vie épanouie. Nous avons la conviction que la réalisation effective des chantiers définis dans ce programme triennal permettra d'améliorer le cadre de vie des populations. Tout acte d'insalubrité sera puni d'une contravention allant de 5 000 à 50 000 francs CFA. Ce sont entre autres la vidange manuelle des fosses septiques, le déversement des eaux usées sur la voie publique, l'urine et la défécation à l'air libre. Les populations sont appelées à faire preuve de civisme. L'arrêté est bienvenu parce que sincèrement, nous avons des espaces publics. Et quand vous allez pour des manifestations, vous ne pouvez pas respirer. Il n'y a pas de latrine. Donc les gens, pendant les manifestations, ont déféqué partout. Les pollueurs sont cachés et c'est nous qui régageons. Il ne faut pas, ils vont attendre normalement que tout se dégrade avant de venir corriger. L'arrêté municipal prend effet ce 18 février. Toutefois, une campagne de sensibilisation sera menée auprès des populations de Yopougon.
La police nationale ivoirienne bénéficie du soutien du Japon. L'agence japonaise de coopération internationale a remis des équipements à hauteur de 200 millions de francs CFA, composés de véhicules, de matériel pour la sécurité routière et du maintien de l'ordre. Cette assistance vise à renforcer les capacités opérationnelles des agents de la police nationale à travers la formation continue. Soro Corona. 2 véhicules de type 4x4. 2 camions de transport de troupes, du matériel de maintien d'ordre et de sécurité routière, dont du Japon par le biais de la JICA, agence japonaise de coopération internationale à la police nationale. D'une valeur de 200 millions de francs CFA, cet équipement va servir à la formation continue des agents de la police nationale. La JICA s'engage à appuyer au renforcement de capacité de la police nationale afin d'assurer les services basiques de la sécurité et de rétablir la confiance de la population à l'égard des autorités sécuritaires. Sans paix et stabilité, aucune prospérité économique n'est possible. Le Japon a lui-même défini le maintien d'une société sécurisée et stable comme l'un des principaux domaines prioritaires de sa politique d'assistance en faveur de la Côte d'Ivoire. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le directeur général de la police nationale a salué ce soutien. La remise permettra de renforcer les capacités des unités de maintien de l'ordre et de poursuivre la redynamisation. Je puis vous rassurer que la police nationale en fera bon usage. Le projet d'appui au renforcement des capacités de la police nationale du Côte d'Ivoire est dans sa 2e phase. Ce sont près de 4 milliards de francs CFA investis par la JICA depuis 2014 dans le cadre de ce projet. Des soldats ivoiriens, précisément 750, sont formés sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Ils seront par la suite déployés à la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Abou Sanogo. C'est le premier bataillon pilote projetable constitué au standard de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ces 750 soldats issus de toutes les unités de l'armée ivoirienne vont constituer le bataillon de casques bleus ivoiriens en opération extérieure. Avant leur déploiement, ils bénéficient d'une formation sur les savoir-faire type crise ONU. Au centre de la formation de 7 jours, des modules qui portent essentiellement sur la connaissance et le respect des normes de l'ONU par les troupes déployées en opération de soutien à la paix. Une formation donc en vue d'un prochain déploiement à la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, initiée par la Fondation Konrad Adenauer pour les instruire sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Il y a certains cours obligatoires pour les soldats de se qualifier pour participer comme soldats des Nations Unies et nous sommes très contents d'avoir la possibilité d'assister les efforts des forces armées de la Côte d'Ivoire pour préparer ces soldats pour les missions internationales. Autre module à cette formation, l'anglais. Important pour elles de prendre part à cette mission parce que là où il y a eu la guerre, des femmes ont été victimes. Et donc, par voie de conséquence, il est plus facile pour ces femmes-là de se confier à leurs sœurs femmes. Tout est mis en œuvre pour que toutes les conditions soient réunies pour finaliser les préparatifs de cette mission. Nous n'avons aucun doute que la formation de qualité dont le bataillon pilote bénéficiera pendant plus d'une semaine contribuera à renforcer effectivement ses capacités et à le préserver des comportements préjudiciables à l'honorabilité de notre pays. La formation portera sur les missions opérationnelles, les missions techniques et l'aspect académique. À l'issue, 650 éléments vont composer le premier bataillon pilote projetable. Direction Kidal, dans le nord du Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA a édicté un nouveau règlement. La vente et la consommation d'alcool sont interdites. Il faut un tuteur local obligatoire pour les étrangers et le rôle du juge islamique a été renforcé. La CMA, qui administre la ville, entend se substituer à l'État dans plusieurs domaines.
Une page de religion à Gagnoa, dans le centre-ouest ivoirien. Une messe d'action de grâce a marqué l'anniversaire de la construction du sanctuaire marial Notre-Dame de Félicité. C'est à Niaprayo, à 23 km de Gagnoa. Amadou Ouattara. La cour Saint-Pierre de Niaprayo dans la ferveur religieuse. L'inauguration du sanctuaire marial Notre-Dame de Fidélité mobilise croyants chrétiens catholiques et plusieurs autres membres de la communauté villageoise. La première messe anniversaire allie en parfaite symbiose célébration culturelle et parole de Dieu. Le vrai bonheur, c'est de rendre heureux les autres. Sinon, le vrai bonheur seul n'a pas de sens. Et si le Christ a accepté de mourir sur la croix, c'est pour nous. C'est pour que nous aussi, nous soyons capables de toucher du doigt le bonheur que Dieu a réservé à ses créatures, à tous les hommes. L'amour du prochain, le don de soi, la solidarité et l'humilité face à la fortune, des valeurs pour une bonne humanité prônées par le père célébrant Julien Goré. Pour Colette Pello-Lacbé, donatrice du sanctuaire marial Notre-Dame de Fidélité de Niaprayo, c'est une mission de Dieu qu'elle a réalisée. Nous les enfants de Dieu, nous tous, qu'ils soient musulmans, animistes, qui que ce soit, nous sommes des enfants d'une femme. Cette messe est pour qu'il y ait le verbe, le ton moins blessant. Village de l'ex-capitaine des éléphants footballeurs, Didier Drouba. Niaprayo est aujourd'hui visité pour son sanctuaire marial. C'est une grande bénédiction. Point de vue tourisme, les gens viennent, ils achètent des choses. Quand ils arrivent à Niaprayo, ils sont obligés d'aller à Guibérois. Et cela fait beaucoup de revenus pour la population. Et la paix et la réconciliation, nous prions le Seigneur pour cela. Inauguré le 11 février 2018, le sanctuaire marial Notre-Dame de Fidélité de Niaprayo n'a pas qu'un rôle spirituel. Il contribue au développement touristique et socio-économique de la sous-préfecture de Guibérois. On part maintenant sur les traces des saints du christianisme. Des chrétiens catholiques membres de l'association Notre-Dame de Salut sont en pèlerinage en France. Ils ont suivi les pas de deux bienheureux catholiques. Eugène Atoubé. Fin de messe à la cathédrale Sainte-Thérèse de Lisieux en France, région de Normandie. Les pèlerins de Côte d'Ivoire, association Notre-Dame de Salut, ont pris part à la célébration eucharistique, comme en chacun des lieux saints qui les ont accueillis. Et toujours la même ferveur religieuse où s'entremêlent couleurs, rythme et chaleur. Lisieux, c'est un lieu privilégié puisqu'on y vient aussi du monde entier, comme dans bien d'autres endroits. Oui, ce qui est important, c'est qu'on voit l'église de Côte d'Ivoire, l'église des Ivoiriens vivante, comme on vient de la voir, et chantante. C'est une meilleure façon de dire que Dieu est vivant. Lisieux dans le pays d'Auge, Lisieux, ville fleurie, une autre escale du pèlerinage 2018 dirigée par l'association Notre-Dame de Salut. C'est l'Ermitage Sainte-Thérèse qui accueille les pèlerins après l'Assomption. Des pèlerins nourris du désir de puiser à la source de cette sainte qui, dans les petites choses, a montré le chemin qui mène à Jésus-Christ. Que notre quotidien soit vraiment offrande. On amène la prière d'offrande de la journée à Thérèse, offrande aussi bien accepter tous les revers qu'on peut vivre, quitter, je dirais, c'est cette vie où on passe, on peut dire tout le temps se plaindre. Quand je vois tous ces frères qui ont laissé leur vie citadine, leur vie dans le monde pour réellement le suivre, ça nous donne aussi le courage de dire Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons marcher dans tes pas pour que le monde soit meilleur. Les pèlerins conduits par des prêtres y ont effectué une retraite de 2 jours en lien avec la liturgie de l'Église. Ils ont eu dans la logique du pèlerinage l'occasion de mieux connaître Jésus pour mieux l'aimer. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dieu nous enseigne à travers ces différentes étapes, nous montre combien de fois il nous aime et surtout de prier pour nos frères et sœurs et nos ennemis. L'amour du Christ
où l'amour de notre maman Marie n'a pas de profil particulier. Elle est présente à chaque fois qu'un cœur est en détresse, à chaque fois qu'un cœur l'appelle. Comme à Lisieux, 9h a été pour les pèlerins conduits par l'association Notre-Dame de Salut un autre chemin de foi. Avec des centaines d'autres pèlerins arrivés en ce lieu, ils se sont recueillis sur la tombe de Bernadette. Une présence à l'espace Sainte-Bernadette mise à profit pour des enseignements, des messes et des prières comme ici à la grotte de l'espace Sainte-Bernadette. Cette grotte à 9h est une réplique de la grotte de Massabielle à Lourdes, lieu où Marie est apparue 18 fois à la petite Bernadette de Soubirous entre février et juillet de l'année 1858. C'est de Lourdes que plus tard, elle va se rendre à 9h dans la congrégation des Sœurs de la Charité de 9h pour le service au bénéfice des malades indigents. Elle y meurt quelques années plus tard. Les pèlerins qui vont se recueillir sur sa tombe témoignent de grâces reçues. En venant, je ne peux même pas marcher. Mais maintenant, je peux marcher un peu. Je dis grâce à Dieu. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour que nous aussi nous rapprochions de Dieu, pour que nous aussi nous puissions devenir comme Dieu. Et l'honorer par l'adoration est un signe de reconnaissance, de soumission d'un enfant de Dieu. Nul n'arrive à 9h sans passer par Lourdes, sur les pas de Bernadette. Les pèlerins de l'association Notre-Dame de Salut y sont allés. Ils reviennent transformés de leur passage et emplis d'amour pour Jésus, à l'imitation des saintes Bernadette et Thérèse. C'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1. À 20h50, votre magazine La Côte d'Ivoire en marche. Les actions du ministère de l'Hydraulique et du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier sont mises en lumière. Retrouvez Delphine Blas et son équipe qui ont sillonné la Côte d'Ivoire profonde. Bonsoir à tous.